Donc, bienvenue dans le cours DAO4. Bon, il y en a-tu qui suivent, y aurait-il au moins une personne qui suit la réunion? Est-ce que vous voyez ce que je projette à l'écran? Genre dans la réunion, parce que là, je veux que ceux à qui je vais donner le cours à distance voient ce que j'ai à mon écran. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Mettons que je m'en vais dans le plan de cours ici. Je vois juste ma face. Fait qu'il faut que je partage l'écran. D'accord, partager. Donc, ceux qui sont à distance, vous êtes chanceux, vous pouvez skipper le bout long. Ceux qui sont en direct, vous êtes pris. Donc, je vais partager mon écran. Donc là, est-ce que vous voyez? Yes. Tout est beau. Super. OK. Nous, on fait plein de tests aujourd'hui. Je me lance sur Teams. Donc, est-ce que vous voyez le canal général sur Teams avec le déroulement du cours? Ici, je vais baisser ça. Bon. OK. Donc, ici, on va fonctionner de cette manière-là. Est-ce que vous êtes familier avec ce mode de fonctionnement? Y a-t-il d'autres profs qui... Non, vous n'avez pas eu Valérie Fournier, qui est la précurseur de ce mode-là. Donc, sur Teams, en fait, c'est fantastique. Vous voyez, vous avez la leçon ici. Puis là, à chaque jour, à chaque cours, je me fais un plan de leçon. Puis, je mets les liens sur les documents ici. Donc, quand vous cliquez sur le lien, est-ce que ça fonctionne? Juste pour être sûr, on va vérifier si tout fonctionne tout de suite. Et là, la beauté de la chose, c'est que, par exemple, pour l'énoncé qu'on va voir tantôt, il est ici, mais si je découvre une erreur, je peux aller dans mon fichier puis réparer l'erreur, puis ça se corrige automatiquement. Vous avez juste à retourner sur le lien, puis ça se corrige. Puis tous mes groupes ont accès aux mêmes informations. Donc, là, avant, là, quand on se trompait dans un document, il fallait renvoyer le document. Puis là, il y avait toujours un étudiant qui ne le rechargeait pas, puis on traînait l'erreur tout le long. Donc, de cette manière de fonctionner-là, ça fonctionne bien. Valérie m'a initié à ça la session passée en DAO2 avec les premières années. Et là, je suis vendu. Donc, on va essayer de cette manière-là. Prise des présences, c'est fait. Présentation du prof. Donc, levez la main ceux qui ne m'ont jamais eu comme prof. Juste M. David au fond. Est-ce que vous êtes... qui c'est qui m'ont eu plus qu'une fois? Bon, avec plus la moitié de la classe, là, vous êtes tanné de m'entendre. Pas autant que moi, je suis tanné de m'entendre. On se parlera à la fin du cours, David, si tu veux que je te fasse un tour de mon CV. D'accord? Je peux t'envoyer ma capsule. J'ai une capsule vidéo sur la présentation du prof. Il faut que je la réenregistre. Ça commence à être vieille un peu, là. C'est pour ça que je ne la transmets plus automatiquement. Donc, je vais recommencer à me présenter à chaque cours. Puis là, je suis tanné de m'entendre, même si... présentation du plan de cours. Donc, le lien fonctionne pour tout le monde. Fantastique, c'est le moment que vous attendiez tous avec impatience. C'est le moment où on présente le plan de cours. Donc, DAO4, hein, les cours, bon, vous autres, ça a toujours été des numéros, hein, les DAO. Avant, on avait donné un nom à chaque cours. Quand on est arrivé avec le numéro 4, on ne savait plus quoi dire, fait qu'on a décidé de les appeler seulement 1, 2, 3, 4. Donc, on avait DAO3 qui était avancé, DAO avancé, puis on ne savait plus trop comment appeler le DAO4. Là, si le 3 c'était avancé, on va appeler comment le numéro 4? Bref, on les a renommés comme ça. Donc, contrairement aux autres DAO que vous avez eus, c'est un cours de 3 heures. Donc, avant, c'était des cours de 4 heures, donc 2 heures en classe de théorie, 2 heures de travail en classe, 2 heures à la maison. Donc, maintenant, c'est 1 heure de théorie. J'ai bien hâte de voir si je vais être capable de me contenir en 1 heure seulement. 2 heures de travail en classe, 2 heures à la maison. Donc, ça risque d'être plus 2, 1, 2. Là, donc, quand je me perds, vous pouvez m'arrêter aussi. Oui. Aujourd'hui, ça va ressembler à je présente le plan de cours puis je lance l'exercice numéro 1. On ne commence pas avec Revit aujourd'hui, c'est tout ça que tu voulais savoir? Bon. Est-ce que vous connaissez Jade, tout le monde? Elle a fini l'année prochaine, l'année passée, mais on l'a ramenée pour une année. Donc, Jade est une intruse. 4e cours de DAO permet, dans un premier temps, de parfaire les techniques de production de dessin, d'exécution, d'apprentissage. Là, on va tester vraiment les limites d'AutoCAD, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va faire un gabarit. Donc, vous êtes habitué d'utiliser le gabarit du cégep. Hein? Vous ouvrez un dessin, le gabarit est là automatiquement, puis vous l'utilisez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer un gabarit qui n'est pas aussi intense que celui du cégep, parce que ça prend des mois à mettre en place. On va faire un petit, ça va vous
donner la marche à suivre pour faire votre gabarit. Mettons, vous partez à votre compte et au moins comprendre comment fonctionne le gabarit. Je pense qu'on vous en a fait modifier un en DAO3. Vous avez fait genre changer le logo du cégep pour mettre votre propre logo. Donc maintenant, on va le faire à partir de rien. Vous allez voir qu'un fichier AutoCAD qui part de rien, c'est vraiment rien. On n'a rien, rien, rien. Donc, il y en a qui font le saut, ils partent à leur compte, ils achètent AutoCAD, puis là, ils l'ouvrent, ils sont comme, mais oui, mon cartouche, où sont mes blocs dynamiques? Il n'y en a pas. Donc, dans un premier temps, on va faire un gabarit. Dans un deuxième temps, on va faire des blocs dynamiques. Donc, vous êtes habitué d'utiliser les blocs dynamiques du cégep, on va en fabriquer des blocs simples. Et ensuite de ça, on va embarquer sur le logiciel Revit. Donc, Jade va pouvoir vous parler de Revit, si vous voulez. Vous voyez, parlant de Jade, cours préalable, pour s'inscrire au cours DAO4, il faut avoir fait le cours DAO3. Là, c'est le cas de tout le monde, normalement. Puis le cours DAO4 est un préalable au cours architecture, conception et faisabilité. Mais Jade a déjà fait le cours de conception et faisabilité. Donc, elle est arrivée dans mon cours, ça prenait Revit. C'était tous des étudiants qui avaient déjà travaillé sur Revit, sauf Jade. Donc, elle vous fera... Donc, si vous voulez faire une opinion de Revit, n'allez pas parler à Jade, elle va vous dire que c'est difficile de l'apprendre tout le temps. Bon. Donc, les compétences, modéliser des objets et des espaces. Donc, on ne modélisera pas avec SketchUp, on va modéliser avec Revit. Là. Revit, c'est comme un mélange entre AutoCAD puis SketchUp. On modélise une maquette en 3D, puis après ça, on extrait les plans puis les dessins à partir de la maquette 3D. Je vais en parler dans un instant. Là. Effectuer des dessins assistés par ordinateur et produire des plans d'exécution. Donc, le but, c'est vraiment de vous permettre de produire un plan d'exécution. Le cours ici est en lien avec le cours architecture, conception et faisabilité à la prochaine session, où est-ce qu'on va vous faire faire une maison au complet, en fait. On parle, je vous donne un PDF d'un lot, d'un site, d'un cadastre, et vous devez faire l'analyse de zonage pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire sur ce plan-là et monter une maison au complet jusqu'à ce qu'on ait des plans qui sont pas loin d'être bons pour soumission permis. Donc, dans la deuxième partie de la session en archi, on travaille seulement avec Revit. Donc, on modélise la maison sur Revit. Habituellement, vous soupirez de désespoir parce que vous trouvez que Revit, c'est difficile, mais ça permet de faire des dessins qui sont quand même très bien coordonnés ensemble. On évite toutes les erreurs d'un étage. À un moment donné, quand je le faisais avec AutoCAD, on se rendait compte que le rez-de-chaussée avait 5 pieds de plus que le sous-sol, mais les étudiants ne l'avaient pas vu. Là. Donc, avec Revit, on ne peut pas faire ces erreurs-là. Il ne nous permet pas de faire les erreurs. Donc, il est plus compliqué à apprendre, mais il évite les erreurs. Donc, déroulement du cours, comme je vous ai dit, là, idéalement, je parle pendant 1 heure, puis je vous laisse travailler ensuite pendant 2 heures. Donc, AutoCAD, confection du gabarit, les 2 premiers cours. AutoCAD, bloc dynamique, les 2 cours suivants, 3 et 4. Ensuite de ça, le cours 5, on va faire de l'extraction de données. Je pense que vous en avez fait un peu en DAO3, mais on va rafraîchir la mémoire. Ça permet de générer des tableaux de portes et de pièces à partir d'un bloc dynamique. Et ensuite de ça, on embarque sur Revit. Il va y avoir une conférence. Donc, ma bonne amie Joanie Boivin, architecte, qui est très bonne en Revit, va venir faire une conférence. Elle a fait un projet de design d'intérieur sur Revit. Donc, souvent, les gens me disent ça ne sert à rien en design d'intérieur, Revit, c'est bon pour les architectes. Donc, tous les architectes sont passés en Revit. Les designers d'intérieur, pas beaucoup sont passés à Revit. Donc, mes collègues disaient que ça ne donne rien d'enseigner Revit parce que les designers d'intérieur ne travaillent pas avec ça à Québec. Puis moi, j'ai répondu, les designers à Québec sont formés par nous, puis on ne leur enseigne pas Revit. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils ne travaillent pas avec Revit. Hein? Qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Donc, voilà, on espère qu'au moins... au moins de connaître le logiciel, hein, parce qu'il y a aussi, il est arrivé une étudiante à un moment donné qui voulait travailler pour la CSST, la CNESST, qui nous offrait un emploi. L'étudiante était intéressée, mais il fallait connaître Revit. Elle ne connaissait pas. Donc, elle n'a pas pu prendre la job. Et là, il y a de plus en plus d'offres d'emploi qui demandent Revit. Il y a de plus en plus de bureaux de design qui sont affiliés à des bureaux d'architectes. Donc, par exemple, chez le Mini Show, ils ont une boîte de design à l'interne. STGM, ils ont IDEA, je pense, qui est à l'interne aussi, une boîte de design. Donc, les étudiants vont faire des stages là à chaque année. Il y a aussi co-architecture. Donc, de plus en plus, les bureaux d'architectes, les gros bureaux d'architectes se font une boîte de design à l'interne et eux, ils travaillent avec Revit. Donc, pour les gros projets, il va falloir le connaître. Je serais surpris là, que vous fassiez votre carrière de 30 ou 35 ans et que vous n'ayez jamais touché un logiciel de ce genre-là. Il y a Fugère Architecte, lui, qui travaille avec Revit puis qui ont switché pour Archicad, qui est dans le même style, là, qui est un logiciel paramétrique.
Donc, il va y avoir une conférence et ensuite de ça, on va commencer à travailler sur Revit. Donc, la manière que ça fonctionne, je vais modéliser, on va faire une maquette commune en formatif ensemble. Donc, on va faire toute la même maquette en formatif et ensuite de ça, je vais vous demander de prendre votre projet de projet 3. Vous vous rappelez le petit chalet où est-ce qu'on ajoute un étage là, et de le modéliser dans Revit. Vous allez prendre ce petit projet-là. Puis, la première semaine, on va faire les fondations sur le formatif ensemble. Puis là, vous allez vous en aller après le cours dans votre autre maquette. Vous allez commencer à monter votre fondation. Donc, c'est une façon différente de penser. Là. AutoCAD, on clique sur ligne, on fait une ligne. Puis, c'est ça. Là, finalement, on fait une fondation. Puis, dans le fond, c'est pas vraiment une fondation, c'est juste un paquet de lignes. AutoCAD, pour lui, c'est des lignes avec des couleurs qui s'impriment avec des épaisseurs. Puis, on met une hachure. Dans Revit, l'élément est reconnu pour ce qu'il est. Donc, un mur de béton, c'est un mur de béton qui est paramétré comme tel. On le dessine, on lui dit la hauteur qu'on veut à la base, à la hauteur. Il faut déterminer nos niveaux. Quand vous avez fait la coupe de mur en architecture numéro 2, il fallait mettre les niveaux pour chaque élément. Donc, Revit, il va se rattacher à ces niveaux-là. Vous allez voir, là, quand on travaille sur Revit, j'ai la coupe de mur que vous avez faite en Archi 2 qui est projetée à l'écran, puis on reproduit ça en Revit, ça se dessine en 3D. C'est pas comme SketchUp, hein? On ne fait pas comme une forme qu'on extrude, c'est vraiment qu'on dit je veux un mur, on s'en va le programmer, on dit je veux un mur de béton qui a 8 pouces d'épais, puis après ça, on le dessine à l'endroit qu'on le veut. Donc, ce qui est difficile, c'est de commencer à penser comme Revit. Là. On est tenté de vouloir faire des lignes, tirer sur les éléments, puis les pousser comme on travaille dans SketchUp. Il y a comme une petite mécanique à déconstruire, puis une nouvelle façon de travailler à apprendre, mais ça va très vite le déboguer une maquette. Donc, les étudiants, des fois, ils me viennent puis ils ont un mur qui est rendu à 60 pieds dans les airs. On a juste à cliquer sur le mur et dire « Va te rattacher au niveau dessus de fondation ». Là, il redescend automatiquement. Comme je vous disais, quand je faisais le projet d'architecture numéro 3 avec AutoCAD, quand des étudiants étaient solidement bogués, là, que pendant genre 2-3 semaines, ils n'étaient pas venus me voir puis ils étaient rendus solidement bogués, ça pouvait me prendre une demi-journée à déboguer leur fichier. Avec Revit, ça me prend 5-10 minutes, 15 minutes. Je fais juste remettre les niveaux aux bons endroits. Ça va très bien, mais bon, les étudiants chignent un peu parce que c'est une façon différente de penser. Donc, tranquillement, vous allez monter votre maquette, puis à la fin, vous me remettez ça. Donc, ça va être ça les 15 semaines, les 10 dernières semaines, ça va être ça. Il y a quelques étapes à franchir. Là. Donc, premièrement, il va y avoir un compte-rendu de la conférence de Joanie. La date est à déterminer. Je suis en train d'essayer de régler ça. Là, à quelle semaine je la mets? Il faut que je m'assure que je n'ai pas de... Est-ce que vous avez déjà des dates de conférences qui sont cédulées? Je vais regarder ça. La conférence serait autour de la semaine 6 ou 7. La question qui se pose maintenant, c'est quel jour ça va tomber la semaine 6 ou 7? Pour l'instant, le 29, la semaine 6, vous avez déjà une conférence. Semaine 7, il n'y a rien. Semaine 5, on ne sait pas. Semaine 5, moi, je pense qu'ils vont peut-être nous mettre la marche pour le climat. Hein? À chaque année, ils nous font ce coup-là. C'est la semaine 8. Bon. Fait que ça devrait être 6 ou 7, mais le problème, comme je vous dis, c'est que s'il y a la marche sur le climat, ça va se décaler. Fait que là, j'essaie de tout gérer ça. Là. Fait que je vais vous revenir avec une date le plus tôt possible pour que vous puissiez barrer votre vendredi après-midi. Ça devrait durer 1h, 1h30, là, présentation d'arrêt. Donc, ça, c'est à déterminer. J'ai mis un 5 % parce que je sais que si je ne mets pas de points, il n'y a personne qui va se pointer à la conférence. Hein. Je n'ai pas le droit de vous donner 5 % gratuit. C'est plate, hein? Je ne peux pas juste dire vous êtes présent, je vous donne 5 %. Fait qu'il va falloir que je vous fasse faire quelque chose. Là. Je vais essayer de ne pas recommencer mon erreur de la conférence de... Ah, vous n'hésitez pas à vous autres, c'est les 3e année. J'ai fait une conférence à Cohabitat là, que je fais toujours à l'hiver, puis j'ai fait demander un compte rendu, puis je n'avais pas le temps de corriger ça. Ça ne me tentait pas de le faire. Je vais peut-être juste faire un questionnaire d'une question. Est-ce que vous étiez présent à la conférence? Oui, 5 %, non, 0 %. Bon. On va remettre la première partie de Revit. Donc, c'est très important dans Revit, c'est comme je vous dis, c'est les niveaux puis les axes de structure qu'il faut placer. Une fois que ça s'est fait, après ça, ça va vite pour déboguer. Fait que je vais juste corriger rapidement cette première étape-là pour être sûr que vous êtes bien alignés. Vous allez avoir 50 % de remis à la relâche. Sauf s'il y a la grève pour le climat, ça va aller un petit peu après. Ensuite de ça, on va voir comment faire les escaliers dans Revit. Petit 10 % sur comment faire les escaliers.
Et ensuite, on monte la maquette tranquillement. Ça se pourrait que je ne sois pas capable de suivre exactement de semaine en semaine ce qu'il y a là. Ça se peut qu'il y ait des choses que je vais devancer, puis d'autres choses que je vais retarder. Ça va dépendre de votre vitesse d'exécution. Il y a des groupes que ça va très bien. Il y a des groupes que ça va très lentement. Donc, l'année passée, j'avais un très gros groupe avec qui ça allait vraiment vite. J'avais un très, très petit groupe avec qui c'était vraiment pénible. Ça n'avançait pas du tout. Donc, ce n'est pas le nombre d'étudiants qui allait mal. C'était vraiment... Ça, on ne sait pas trop. C'est peut-être la plage horaire, je ne sais pas. En tout cas, bref. Donc, dernière partie du cours à remettre 30 %. Ça vous va comme plan de match? Bon, donc les sommatifs sont inscrits là avec les pourcentages et à quelle semaine on doit remettre tout ça. Le reste, c'est du blabla. Ah non, il y a quelque chose de très important. AutoCAD, est-ce que vous êtes avec 2023 dans AutoCAD? AutoCAD, ce n'est pas grave si vous êtes encore en 2022. On est capable de s'arranger. Les deux versions de logiciel se parlent. Donc, si vous êtes en 2024, par exemple, et vous m'envoyez votre fichier, AutoCAD, quand je vais essayer de l'ouvrir, il va me dire ça a été fait avec une version ultérieure. Est-ce que puis ça ne marche pas, je ne suis pas capable de l'ouvrir. Fait que là, moi, je vais vous écrire, je vais dire sauvegarder en 2023, puis je vais être capable de corriger votre travail. Revit ne fait pas ça. Si vous le faites en 2022, moi, je vais être capable d'ouvrir la maquette en la mettant à jour. Mais une fois que ça va être fait, ça va être final bâton. On ne sera plus capable de revenir en 2022. Si vous le faites en 2024, quand moi, je vais essayer d'ouvrir la maquette, ça va me dire version ultérieure utilisée, je ne suis pas capable de l'ouvrir. Puis vous ne serez pas capable de sauver en 2023. Une façon là, pour vendre des logiciels plus, j'imagine. Donc, ça, c'est un bug avec Revit, c'est que ça vous prend absolument la même version que moi. Donc, on s'entend là? Vous installez Revit, vous devriez commencer à l'installer maintenant. Ça prend beaucoup de place sur le disque dur, Revit. C'est un logiciel qui est très lourd. Donc, commencez déjà à essayer de l'installer là. Tout de suite, attendez pas à 5 minutes avant le cours pour commencer à l'installer. Donc, Revit 2023, version française. Donc, ça prend absolument 2023. Je dis toujours dans mon plan de cours, ça prend exactement la même version que moi parce que pour éviter les bugs. Ça se peut qu'à un moment donné, tu vas arriver au mois de décembre et ils te disent ça ne marche plus, il faut absolument que tu avances 2023. Fait que moi, j'en profiterai pour faire la mise à niveau pendant que vous n'êtes pas trop dans le jus. Là, cette semaine, les travaux rentrent. Là. Fait que là, en fin de semaine, j'essaierai de mettre la mise à niveau tout de suite. Mais bon. Mais comme ça, AutoCAD, c'est pas trop grave. J'ai des étudiants l'année passée qui étaient en 2018, puis ça marchait quand même. Là. Revit, ça ne marche pas, c'est sûr que ça ne marche pas. C'est bien compris? Il y a un étudiant qui ne m'a pas écouté puis qui m'a remis un travail en version 2000, c'était 2023, mais moi j'avais 2022 l'année passée. Je ne peux rien faire. Il a fallu qu'il recommence son travail. Heureusement, on n'était pas trop loin. C'était la première étape, que c'est juste placer les axes et les niveaux. Mais bon, OK. Bon, j'ai assez parlé, hein? Ça fait déjà 20 minutes de présentation du plan de cours. Médiographie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ma chaîne YouTube? J'ai gagné la médaille du meilleur YouTuber pour les 3e années l'année passée. Ils ont remis des prix aux professeurs. Donc, j'ai souvent des vidéos. Le Revit, il y a beaucoup de vidéos parce que j'ai beau l'enseigner, il y a des petites. C'est compliqué. Comme je vous dis, c'est une nouvelle mécanique à apprendre. Fait que je me suis rendu compte qu'en faisant des vidéos, ça allait très bien. L'année passée, j'étais avec Fred pour le cours d'archi, fait qu'on a fait plein de vidéos. Là. Bon, aussi, j'oublie d'une année à l'autre comment le logiciel fonctionne. Donc, faire des vidéos, ça marche super bien. Donc, il va y avoir pas mal de vidéos, surtout quand on va arriver dans le logiciel. Est-ce qu'il y a des questions sur le plan de cours? Oui. Oui. Quand je vais voir que tu es sur le bord de perdre connaissance, je vais te laisser sortir. Non, on va prendre une pause généralement de midi à midi et demi. Habituellement, c'est ce que je fais sur l'heure du dîner. Ça te va? As-tu trop faim? Tu voudrais-tu qu'on commence le cours à 11h30 à la place? Non, c'est correct. Si on pourrait commencer à midi et demi. À 11h30, c'est-à-dire. Bon, fait qu'on va prendre une pause à midi. Ça va-tu pour le plan de cours? Pour le reste, vous êtes habitués, c'est dans tous les plans de cours les mêmes affaires. Là. Bon. Oui. Oui, je pense que je fais juste imprimer un PDF.
corrige le PDF imprimé, puis je corrige la maquette. Donc, il n'y a pas rien à imprimer. Ah, il faudrait que je vois si j'ai la compétence imprimer. Je vais peut-être faire imprimer. Je pense que je fais imprimer le gabarit. Non, non. Est-ce que vous voulez un exposé oral? Non? Maintenant que tu en parles. Bon. Non, ça ne se prête pas, les cours de DAO, ça ne se prête pas tellement aux exposés oraux. Venez toutes présenter votre maquette à la suite de l'autre. Bon. OK. Je vais aller vérifier mon plan de match. Donc, présentation du plan de cours, c'est fait. Donc, plan de leçon, bon, c'est ce que je vous parlais tantôt, la manière qu'on va fonctionner sur Teams. Donc, le plan de leçon avec les petits hyperliens à chaque semaine qui me permettent de corriger mes erreurs et qui me permettent de ne pas retransmettre toujours les mêmes documents aux 3 groupes. Pardon. Donc, les documents, je vais vous les transmettre par Teams, mais vous allez me les déposer sur Léa. Je trouve que ça fonctionne bien sur Léa. Là, vous déposez, je corrige dans le PDF, puis après ça, je vous upload ça sur Léa. Est-ce que ça vous va comme manière de fonctionner? Tout le monde est familier avec ça. Nouvelle chose que je mets en place, qui va très bien, que j'essaie depuis que je suis professeur de faire, mais que je n'ai jamais réussi. J'ai essayé avec Facebook, j'ai essayé avec le forum sur Léa, qui n'est vraiment pas pratique parce qu'il ne donne pas de notification. Donc, sur Teams, ça fonctionne. Vous voyez, j'ai créé ici, dans Teams, est-ce que vous voyez tout le monde, le forum DAO4 A23? Donc, on va fonctionner de cette manière-là. C'est-à-dire que tous mes 3 groupes de DAO4 ont accès à ce forum-là. Quand vous avez une question, vous la posez là. Donc, vous ne m'écrivez pas un MIO, vous me posez une question sur comment telle commande fonctionne ou qu'est-ce qu'il faut faire pour la prochaine remise, vous la posez là. Donc, MIO, ça va être juste pour les choses personnelles, là, genre je dois m'absenter parce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste, puis là, comment je fais pour reprendre? Donc, ça, les choses, les communications personnelles sur MIO, les choses qui ont rapport avec le cours, toutes sur le forum, comme ça m'évite de répondre 50 fois la même affaire. Là. Sinon, je me fais. S'il y a un étudiant qui se pose une question sur une commande ou sur un énoncé, absolument, il y en a 10 ou 15 qui se posent la même question. Fait que je reçois 15 MIO, je réponds 15 fois. Fait que là, c'est fini ce temps-là. On pose la question ici. Donc, vous faites, vous voyez, une nouvelle conversation. On commence par A commercial, puis on tape DAO. Là, vous voyez, ça apparaît. Équipe forum DAO 4A23. Je clique là-dessus. Puis, qu'est-ce que ça fait s'il y a ça? C'est que ça va faire apparaître une notification à tout le monde qui sont dans le forum. Fait que tout le monde va voir qu'il y a une question qui a été posée sur le forum. Puis là, ben moi, je réponds. Ou si vous connaissez la réponse, ben, vous pouvez répondre aussi. Si vous êtes à l'aise de répondre, vous pouvez répondre à la question. Donc, admettons que vous êtes venu me poser une question à mon bureau, je vous ai répondu de vive voix, puis vous savez la réponse, bien là, vous pouvez dire, ah, j'ai parlé au professeur, il a dit ça. Ça vous va? Donc, A commercial, vous commencez à taper forum, là, des forums des A4, vous cliquez là-dessus, vous entrez votre question, puis moi, ben, je réponds. Normalement, j'ai une notification qui apparaît quand j'ouvre Teams, mais même sur mon téléphone cellulaire, j'ai une notification, je sais qu'il y a eu une question, puis je vais répondre. Donc, on n'arrête pas le progrès. Ça fonctionne assez bien. Donc, l'année passée, c'était-tu avec vous autres? J'avais essayé en DAO3, le forum sur Léa. Là. Fait que là, les gens posaient une question sur le forum sur Léa, mais ils ne me donnaient pas de notification, comme pour les MIO, ils me donnent une notification. Forum, pas de notification. Fait que là, l'étudiante, elle cette année, après 3 jours, elle disait, j'ai écrit une question, tu veux-tu aller voir? Je vais aller voir. Puis, en tout cas, bref, le monde ne voyait pas ni la question ni la réponse. Ça ne marchait pas partout. Bon, fait que là, ça fonctionne. Je l'ai testé l'année passée en DAO2. OK. On continue. Oui. Tu n'as pas Revit dans les téléchargements sur Autodesk? OK, je vais essayer de regarder ça tantôt à la pause. Donc, c'était mon prochain. On a jusqu'au cours 6, tu vois. On a le temps de trouver le box. C'est pour ça que je vous demande de commencer tout de suite. Puis, comme je vous dis, Revit, il est plutôt lourd. Vous avez combien de disques durs? Votre espace disque, vous avez combien? Moi, sur mon ordinateur, j'ai seulement 250 gigs. Donc, je n'ai pas beaucoup d'espace. C'est pour ça que ce qui est mieux, c'est d'utiliser un disque dur externe ou de mettre tous vos fichiers de cours sur le cloud. Là. Fait que ça va vous donner la chance, là, si vous voyez que vous n'avez plus assez d'espace pour installer Revit, c'est le temps de commencer à faire du ménage, là, plus au début de la session, comme je vous dis, que quand vous allez être complètement dans le jus.
Puis là, j'ai trouvé un truc aussi. L'année passée, on avait téléchargé une bibliothèque sur Revit là, qui était très, très lourde aussi. Puis là, j'ai trouvé une façon de ne pas avoir à télécharger cette bibliothèque-là. On peut télécharger les éléments dans notre maquette au cas par cas. On est rendu au lancement du projet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va projet 1, gabarit impérial. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un gabarit. Je vais parler de zone d'impression, les cartouches, les attributs, les fenêtres de présentation, etc. Vous avez des fichiers à télécharger ici. Il y a la théorie sur le gabarit impérial, un fichier Word. Vous avez l'énoncé. Et vous avez d'autres documents pertinents, là, des exemples de gabarit, entre autres, là, que vous avez. Oui. Normalement, ça devrait être gratuit. Si vous avez la licence étudiant, c'est comme AutoCAD, ça devrait être gratuit. Sinon, ça va vous coûter cher. Il n'y aura pas beaucoup d'étudiants qui vont finir la technique. Non, c'est gratuit, à moins qu'ils l'aient mis payant. Là, ils nous ont joué un tour à Enscape. Est-ce que vous avez essayé de recharger Enscape cette année? Hein, c'est rendu payant, mauditement. 150$ pour l'année. On l'avait choisi parce que c'était gratuit, puis là, ils ont changé. Fait que là, ils sont pas fous. Mais tout le monde travaille avec ça. On passait des entrevues pour les nouveaux profs, là, puis tous les profs que je passais l'entrevue hier, ils connaissaient tout Enscape. Fait que c'est vraiment ça l'avenir, comparativement à Suppodium qui demandait des heures et des heures de calcul, ça se fait instantanément. Fait que ça. Faudrait aller checker combien que ça prend, mais normalement, il va vous dire combien d'espace disque que vous avez besoin. Donc, tout le monde est capable de le faire, là, mais souvent, il y a beaucoup ça bouffe beaucoup d'espace disque. Bon, fait qu'on va commencer pour le gabarit impérial. Donc, vous avez quelques documents à télécharger. Il y a la marche à suivre qui est très, très détaillée ici. Confection d'un gabarit, vous voyez, ça a 17 pages. On va en faire une partie ensemble. Je vais vous parler un peu. Je vais parler un petit peu pour la théorie, mais je vais vous laisser rapidement embarquer là-dedans parce que si on passe ça ensemble point par point, là, vous allez vraiment trouver que le cours est mortel. Vous voyez, là, on rentre dans des affaires vraiment techniques. On programme AutoCAD pour être capable de travailler. Donc, c'est les choses que vous aviez déjà toutes fournies gratuitement. Maintenant, il faut le faire. Ce n'est pas compliqué, mais c'est beaucoup d'étapes. Puis, ça vous permet de comprendre justement tout ce qui est caché derrière ce qui vous semble fonctionner automatiquement depuis le début. Donc, ça, c'est le premier document à télécharger ici. Deuxième document à télécharger, c'est l'énoncé. Je pense que je ne l'avais pas d'ouvert. Sommatif. Énoncé. Donc, l'énoncé, c'est à remettre avant le début du cours 5. La raison pour laquelle je mets ça si tard, là, on passe juste 2 cours là-dessus, mais vous avez beaucoup de remises là, à semaine 3, 4, d'après ce que j'ai vu dans nos arrimages. Là, donc, j'ai décidé de mettre ça plus tard. Je vous conseille quand même de le faire le plus vite possible. C'est quelque chose c'est des étapes à suivre, c'est pas compliqué, mais je vous conseille de ne pas attendre trop longtemps là, parce que vous savez que c'est quoi une session de cégep, hein, ça ne va pas en s'améliorant. Donc, dépêchez-vous de le faire. Je pense que quelqu'un qui est moindrement à l'aise avec AutoCAD est capable de clencher ça cette semaine ou en fin de semaine assez vite. Là. Bon, Léa accepte les travaux en retard, mais c'est quand même un retard. Hein, donc, si vous dépassez l'heure limite, je vous mets quand même un retard. Je mets la petite note parce qu'il y a un étudiant à un moment donné qui a réussi à gagner son point au cégep. Il a contesté son retard parce qu'il disait ben, Léa a accepté le retard, donc les retards, ce n'est pas des retards. Il a gagné avec ça, il paraît. Donc maintenant, je le mets. Gilles, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a interdit les remises après la date remise. Il faut y envoyer par Mio. Puis là, il peut calculer le retard. Mais on peut accepter les documents en retard. Donc, j'accepte les documents en retard, mais c'est quand même des retards. On s'entend? Là, c'est écrit ici. Essayez de me poursuivre. Voilà. Remise sur Léa.
Fichier zip, bon, vous êtes habitués, vous m'avez presque tout, à part David, vous m'avez tout eu. Donc, on dépose des fichiers électroniques que je corrige, puis je demande une copie papier de la grille de correction. Donc, j'aime ça écrire les notes à main sur la grille de correction comme ça. Mais le reste, c'est à remettre en fichier zip. Confection du gabarit impérial. Donc, ici, c'est toute la marche à suivre, là, avec les explications du professeur et les notes de cours. Vous créez votre propre gabarit impérial. Faites attention, dans la marche à suivre que je vous ai donnée, ici, bon, vous voyez, il y a des captures d'écran, puis il y a des chiffres en impérial qui sont écrits. Donc, nous, on fait le gabarit impérial. Donc, vous tapez les chiffres en impérial qui sont ici. Là. Vous voyez, c'est écrit 1/16e de pouce, c'est ça que vous utilisez. À côté, vous avez une petite bulle jaune encerclée de rouge. Ça, c'est la valeur en métrique. Donc, si vous voulez vous faire dans la réalité, là, mettons que vous avez vraiment une entreprise, vous décidez que vous faites un gabarit, vous pouvez faire métrique et impérial. La marche à suivre est la même pour les deux. Il faut juste utiliser l'autre. Donc là, si vous faites le gabarit impérial puis vous rentrez les mesures ici, il n'y a rien qui va marcher. Là, les codes vont être trop petits, les textes vont être trop petits, il n'y a rien qui va fonctionner. Donc, il faut vraiment prendre la valeur en impérial pour le gabarit impérial. Donc là, je le dis, mais il y en a qui vont faire l'erreur quand même. On va recommencer. Bon, voilà, puis là, après ça, la marche à suivre. Il faut créer un fichier DWT. C'est quoi un fichier DWT? Quand vous commencez un nouveau fichier AutoCAD, vous allez chercher dans Nouveau, parcourir les gabarits. Ici, vous voyez, vous avez tous les gabarits. Vous autres, vous n'avez pas tous ces gabarits-là. Je pense que vous avez juste Garneau Impérial DWT. Donc, quand vous faites un fichier pour remettre à un professeur, c'est un DWG, AutoCAD Drawing. Quand vous mettez quand vous changez l'extension, vous mettez DWT, c'est template. Le T, c'est pour template. Puis template, AutoCAD reconnaît ça comme un gabarit. Il s'en va le sauvegarder automatiquement dans vos gabarits ici. Fait qu'automatiquement, quand vous allez sauver votre fichier, puis vous allez le mettre en DWT, il va aller se mettre à cet endroit-là. Puis après ça, vous allez avoir votre gabarit à votre nom qui est disponible. Donc, vous pouvez, une fois que le projet est fini, vous pouvez l'utiliser pour vos cours. Vous pouvez décider que vous faites vos remises avec votre propre gabarit à partir de maintenant. Il est minimaliste, mais il fonctionne quand même bien. Puis, par la bande, quand vous allez, là, vous savez déjà, on l'a vu en DAO3, mais vous êtes capable d'aller modifier un gabarit existant, donc enlever le logo du cégep, puis mettre votre propre logo. Ce qui est peut-être le plus intelligent à faire là, si vous partez à votre compte, parce que celui qu'on fait ici, c'est vraiment un petit gabarit simple pour apprendre la poutine là, de comment faire un gabarit, mais il n'est pas aussi élaboré que celui qu'on a au cégep. Donc, l'étudiant avisé va copier toutes ces affaires-là sur son disque dur, sa clé USB, avant de quitter le cégep, parce que si vous partez à votre compte, vous allez vous sentir très démuni quand va venir le temps de faire votre premier dessin. Hein? Donc, vous lancez, là, vous venez d'aller faire votre relevé chez le client, vous ouvrez AutoCAD, que vous venez d'acheter la licence, puis là, ça dessine en blanc, puis il n'y a pas de template, puis il n'y a pas d'imprimante d'entrée, puis il n'y a rien, il n'y a pas de style de texte, puis on va le voir dans une seconde, qu'est-ce que ça donne. OK, donc on va apprendre à faire le fichier DWT. On va apprendre à déterminer des styles de texte qui vont entrer dans AutoCAD. Vous allez voir que le style de texte d'AutoCAD de base, il n'est pas très beau. Donc, on va faire des cotes. On va se faire des cotes pour accoter tous nos éléments. Radial, diamètre, côté des linéaires. On va faire un style de cote en pied et en pied-pouce. Donc, en pied-pouce, c'est quand on cote de l'architecture, vous vous rappelez. Quand on cote du mobilier, on y va seulement en pouce. Donc, on va faire ces deux styles-là. Donc, vous allez voir, il y en a un qui est très long à faire. Puis, une fois qu'il est fait, on copie ce style-là, puis après ça, on coche une petite case, là, si je me rappelle bien, c'est assez simple à faire. Et ensuite de ça, on obtient notre deuxième style de code. On va faire des annotations, flèches et points. On va se faire des styles de lignes. Donc, il y a plusieurs styles de lignes quand on travaille dans AutoCAD. Donc, on va faire plusieurs styles de lignes, on va les définir. On va faire un cartouche. On va en faire un seul qui va être commun à nos trois présentations. Donc, on va avoir un fichier 8,5 par 11, 11 par 8,5, puis 11 par 17. Mais on va faire un seul cartouche qui va être bon commun aux trois présentations. Donc, les trois blocs ici, 8,5 par 11, 11 par 8,5, 8,5 par 1. Un bloc contenant les attributs à remplir dans le cartouche. Un fichier CTB. Donc, le fichier CTB, c'est quoi ça? C'est le fichier qui détermine les épaisseurs de traits. Hein? Donc, vous vous rappelez, là, quand on travaille dans AutoCAD, on choisit une couleur de trait, puis ça dit à l'imprimante quelle épaisseur tracer cette ligne-là. Donc, ça ne se fait pas automatiquement, ça non plus. Il faut, si vous essayez d'imprimer votre
Donc, comme je reprends l'exemple, vous partez à votre compte, vous faites votre relevé, puis vous essayez de l'imprimer avec les couleurs. Bien, si vous avez une imprimante couleur, les lignes vont sortir vraiment avec la couleur qu'ils ont. Donc, pas d'épaisseur, toutes des couleurs différentes. Ça ne sera pas top. Donc, il faut aller dire à AutoCAD, bien, je veux que telle couleur s'imprime de telle épaisseur, etc., etc. Ce n'est pas très long à faire. J'ai une capsule vidéo là-dessus, mais donc, ça va vous apprendre comment ça fonctionne. Vous allez aussi comprendre là, si quelqu'un vous envoie un fichier AutoCAD puis que vous essayez de l'imprimer avec votre fichier AutoCAD, puis ça s'imprime tout croche, mais c'est parce que vous n'avez pas son CTB. Vous n'avez pas son CTB, lui travaille des couleurs, des épaisseurs différentes de vous, ça ne marche pas. Donc, ça va vous aider à comprendre ça. C'est pour ça qu'on fait ça aussi. Ça va vous aider à comprendre les problèmes, les problématiques d'AutoCAD. Bon, c'est écrit ici, attention, je vais purger votre fichier à la correction. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je vais... on va regarder tantôt comment ça marche, mais si vous n'avez pas caché tous les éléments, c'est-à-dire les styles de ligne, les repères en points, les styles de texte, s'ils ne sont pas cachés à quelque part dans votre dessin, généralement, on le cache dans le cartouche. Quand je vais purger, bien, tous vos styles de texte vont être disparus. Donc, tout le travail que vous avez fait pendant les 2 semaines va disparaître. Donc, moi, je purge, puis après ça, si je vois qu'il n'y a plus rien dans le fichier, bien là, je vous enlève des points. Dans le cartouche du département, je vais essayer de le retrouver. Il y a cet élément-là qui est caché. Donc, impérial. Je vais essayer de me souvenir, c'est où? Non, je chercherai à la pause, mais à un endroit dans notre fichier. Et là, là. Je vais le chercher à la pause, je ne me souviens plus où. Il y a quelque chose qui est caché. Je vais le chercher à la pause, ça ne me tente pas de perdre mon temps là. Je vais le chercher tantôt, je vais vous le montrer. Donc, pour éviter ce problème-là, que quand vous commencez un dessin ici, première chose que vous faites, vous flushez ces affaires-là. Ça, c'est toutes les cotes, les styles de texte du fichier. Donc, quand on efface ça, ensuite de ça, si on purge, mais là, vous les avez encore toutes en haut. C'est parce qu'ils ont été cachés à quelque part dans le dessin pour ne pas qu'on fasse cette erreur-là d'effacer. Mais normalement, si on n'avait pas pris le soin d'aller cacher ces éléments-là quelque part, là, je viens de purger, tous mes styles de texte ne seraient plus disponibles. Donc, on va faire ça, il faut le cacher. Donc, il y a toujours un étudiant qui oublie de le faire. Quand je purge, je n'ai plus rien, je ne suis plus capable de faire. Ben, je suis capable de corriger, je fais undo. Je fais une déduction pour avoir oublié de cacher l'élément, mais je fais undo, puis après ça, je retrouve les éléments. OK. Donc, on va commencer un fichier. Tout le monde, je vais recommencer mon fichier. Donc, tout le monde, vous ouvrez AutoCAD. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va déconstruire un fichier AutoCAD. Donc, on va défaire, on va prendre le gabarit, puis tranquillement, pas vite, je vais enlever tous les éléments du gabarit pour qu'on comprenne bien comment il est composé. Puis après ça, on va repartir, puis on va construire notre gabarit. Excusez-moi, je vais fermer mon son. Soit dérangé. Donc, on ouvre AutoCAD. Normalement, ça s'ouvre automatiquement avec gabarit impérial pour vous. Sinon, on fait nouveau, parcourir les gabarits, puis on ouvre gabarit impérial Garneau. Tout le monde y est? Bon. Donc, un gabarit, en premier, qu'est-ce que c'est? Bien, il y a plusieurs éléments qui composent ça. Hein? Donc là, on va prendre, vous voyez la fenêtre de présentation orange ici, on va la déplacer. On fait des P pour déplacer. On va le déplacer ici. Ensuite de ça, toujours avec des P, on fait barre d'espacement. On clique sur le cadre de notre cartouche et on le déplace ici. Il reste encore des éléments. On déplace encore. On essaie de déplacer chaque élément comme ça. Vous voyez ici, c'est des éléments qui sont tous indépendants les uns des autres. Donc, on peut les sélectionner, les tasser. Voilà. Donc, en gros, un cartouche, bon, on ne le fera pas aussi complexe que celui du département, là, sinon on va passer la session là-dessus. Mais en gros, un cartouche, c'est composé de 4 éléments. Donc, on a, premièrement, on a notre zone d'impression ici. Donc, le carré noir qu'il y a là, c'est la zone d'impression de l'imprimante. C'est ce que l'imprimante va imprimer. Donc là, si j'essaie de faire CTRL-P, un aperçu, ben, il n'y a rien. C'est une feuille blanche qui va sortir parce que j'ai déplacé mon cartouche.
Donc, vous voyez, si je reprends mon cartouche comme ça, et que je l'amène en partie sur ma zone d'impression, CTRL-P, ah non, je vais faire aperçu. P pour aperçu. Vous voyez, il y a une partie qui apparaît. Admettons que je voulais déplacer ma zone d'impression. Je pourrais faire dans mon gestionnaire d'impression. Vous voyez ici, je clique droit sur mon onglet, 11/17, gestionnaire de mise en page. Je modifie ma mise en page. Et ici, vous voyez, j'ai une zone du tracé. Je peux cliquer sur Fenêtre. Et là, je trace, c'est comme la commande rectangle dans AutoCAD. Je trace un rectangle autour de mon cartouche. Puis je fais OK. Et là, vous voyez, ma zone d'impression s'est déplacée. Donc, j'ai défini ma zone d'impression à l'endroit. Donc là, maintenant, si je fais un aperçu, mon cartouche est revenu. Donc, des fois, quand vous avez un cartouche qui est décalé comme ça, vous pouvez juste replacer votre zone d'impression de cette manière-là. C'est comme ça qu'on va faire. On va monter notre cartouche, puis après ça, dans chaque présentation, on va venir faire cette petite mécanique-là pour bien cadrer notre cartouche. Je vais refaire ma zone. Donc, ça, c'est ma zone d'impression. On a notre cartouche à proprement parler. Donc, ça, c'est notre bloc, un cadre avec des informations fixes qui sont dedans. Certaines informations sont fixes, donc on peut les modifier. Ça, c'est des attributs. Est-ce qu'on a travaillé avec les attributs déjà? Donc, un attribut, c'est quoi? C'est un texte, mais quand je double-clique sur le texte, ça m'offre des possibilités d'éditer le texte. Donc, on va regarder comment faire des attributs au prochain cours. Ensuite de ça, on a notre zone, notre cadre de visibilité. Donc, ça, qu'est-ce que c'est cet élément-là? C'est notre fenêtre qui nous permet de nous donner une vue dans notre espace objet. Donc, ici, je suis dans mon espace papier. Puis, en fait, vous voyez, cet élément-là se situe dans mon espace objet ici. Donc, je suis dans mon espace papier. La fenêtre me permet d'aller voir dans mon espace objet qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, on a d'autres attributs ici. Donc, généralement, dans un cartouche, on a deux sortes d'attributs. On a des attributs qui vont s'appliquer à tous les dessins. Par exemple, le titre du projet, il est ici, là. Nom du client, habituellement, dans un même projet, le client, c'est le même. Hein? Donc, quand on imprime notre cartouche, on ne veut pas rentrer le nom du client dans chaque cartouche. Fait que généralement, on a un attribut qu'on va remplir une seule fois puis qui va se remplir dans tous les cartouches automatiquement. Puis, on a des attributs, la date de début de projet, ça ne change jamais. L'adresse du client, ça ne change jamais. Le nombre total de pages de notre cahier, normalement, on veut le mettre une fois, on ne veut pas retourner dans nos 50 présentations pour le changer. Là, des fois, on a carrément des projets qui ont des centaines. Si vous faites un énorme projet dans des édifices à condos, dans de l'hospitalier, vous allez avoir 300 pages dans le cahier de plan. Fait qu'on ne veut pas aller dans les 300 pages. À chaque fois qu'on rajoute une page, il faut aller rajouter. Hein? Mettons qu'on a 250 pages, puis là, on en rajoute une 251e, il faut retourner dans chaque cartouche. Ça ne tente pas. Fait qu'ici, on le change une fois, puis ça se fait dans toutes les cartouches. Puis, on a d'autres types d'attributs. Ça, c'est le numéro de cette page-là. Fait que cela, il faut le faire à chaque fois. Donc, à chaque page, il faut changer le numéro de la page. Il faut changer le nom du vérificateur. Ça peut changer à chaque élément. L'échelle du dessin, ça va changer d'une page à l'autre. Donc, on a notre zone d'impression, on a notre cartouche. On a deux types d'attributs. Donc, des attributs qui s'appliquent à toutes les pages, puis d'autres attributs qui s'appliquent juste à une. Et on a notre fenêtre de présentation. Donc, ça va pour ça. C'est ça ce qu'on voit dans l'espace papier. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a dans notre dessin? Si vous allez dans l'onglet Annoter, vous avez du texte. Donc, vous voyez ici, j'ai mon texte FXG. Donc, les textes FXG, c'est les textes du département. Donc là, tout le monde allait mettre ces textes-là sur standard. Et on va changer le texte FXG par standard. Les styles de code, vous voyez, vous avez deux styles de code, donc impérial pouce seulement, puis impérial pied-pouce. Donc, on va se mettre sur standard aussi. Vous voyez comment il est le texte standard? Là? Ça, c'est ce qui vient de base. Si vous achetez une licence AutoCAD, c'est ce qui vient de base dans AutoCAD. Donc, c'est un texte SHX de très mauvaise qualité. C'est une flèche. Ce n'est pas les conventions graphiques qu'on est habitué à travailler en architecture. Donc, mettez-la standard. Vous avez vos lignes de repère aussi. Donc, vous voyez, les lignes de repère FXG, donc on a le point et la flèche avec du texte qui est le Arial dans le département. On va le mettre à standard aussi.
On a des bordereaux aussi. Je suis sûr que vous n'aviez jamais remarqué ça. On a un bordereau FXG. On va mettre le standard. Comme ceci. Est-ce qu'on a des calques? On a quelques calques. Les calques qui sont là, c'est lesquels? C'est les calques qui se trouvent dans le cartouche. Donc, dans notre cartouche, on a certains types de textes, on a certains calques. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire après ça? Tout le monde a mis à standard les annotations ici. On va s'en aller dans notre espace objet. Donc, tous les styles de texte et de cotes du Cégep Garneau sont ici. Fait que là, on va essayer de purger. Faisons PU pour purger. Enter. Donc, tout le monde sait c'est quoi la commande purger. Vous l'avez fait d'innombrables fois avant chaque remise. On va faire tout purger. Purger tous les éléments. Et on va fermer. Maintenant, on va aller revoir nos styles de texte. Est-ce qu'ils sont toujours là? Ils sont toujours là. Pourquoi ils sont toujours là? Parce que je ne les ai pas effacés. Donc, tant que j'ai un exemple d'un texte, d'une cote dans mon dessin, j'aurai beau purger autant que je voudrais, ça va toujours rester là. Même chose pour les calques. Si j'ai une ligne qui est tracée sur un calque, je vais purger. Tous les calques qui ne sont pas utilisés vont disparaître, mais les calques qui sont utilisés, eux autres vont rester là. C'est pour ça là, que quand on insère beaucoup de calques, ça fait apparaître tous les calques dans notre dessin, mais il faut l'effacer tout de suite après parce que sinon, quand on va purger à la fin de notre travail, les calques vont rester là parce qu'il y a un exemple de chacun des calques dans le dessin. Donc, on va flusher ça ici maintenant. Une fois que c'est flushé, on va purger à nouveau. PU. Tout purger. Et là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans nos styles annotés. Il va rester encore des éléments. Mais il y en a certains qui vont être disparus. Donc, les styles de texte sont encore là. Style de code, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous disparus. Texte par défaut, nos leaders, là, nos pointeurs comme ça, sont disparus aussi. Puis le tableau, il est disparu aussi. Le tableau FXG est disparu. Donc, si j'avais laissé le texte, bon, on va voir, là, je vais laisser le texte FXG TT actif. Et là, pourquoi il est encore là, le style de texte? Parce qu'il est situé dans le cartouche. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va flusher nos cartouches. Donc, cliquez sur vos onglets, puis faites supprimer. On va supprimer tous nos cartouches. Il ne faut pas renommer supprimer. Oups. Ça. Supprimer. Oups. On peut toutes les sélectionner avec CTRL. CTRL, clic gauche là, sur la souris. Supprimer. Donc là, quand vous supprimez tous vos cartouches, il revient avec une présentation. Ça, c'est impossible à la faire disparaître. Là. AutoCAD va toujours avoir une présentation, mais vous voyez qu'il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de cartouches. C'est une feuille 8,5-11 avec une fenêtre de présentation, mais qui est sur aucun calque, sur le calque 0. Maintenant, je vais faire purger. Purger tous les éléments sélectionnés. Fermer. Et là, tout devrait avoir disparu. Donc, vous voyez, la seule chose qui reste dans mon dessin maintenant, c'est FXGTT parce que je l'avais mis actif. Mais si je me mets sur standard et que je fais purger à nouveau, tout purger, là, il ne reste plus rien. Fait que là, on est revenu à un fichier AutoCAD. C'est là qu'on est quand on ouvre AutoCAD la première fois et qu'on n'a installé aucun gabarit de quoi que ce soit. Oui. Il n'est pas imprimable, DevPoint? On va aller voir dans nos cartouches. Où sont mes cartouches? Mes layers, c'est-à-dire. DevPoint, moi, je ne l'utilise jamais. Je n'ai jamais rien mis sur ce calque-là. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Il semblerait être imprimable. Ah non, il n'est pas imprimable, tu as raison. La petite imprimante est en grisé pâli, fait que je pense qu'il n'est pas imprimable DevPoint. Je pense qu'on s'en sert pour faire certains repères. Là. Donc, ça, c'est tout ce qui reste. Quand vous purgez, il reste toujours le calque 0, puis il reste toujours DevPoint. Ça, c'est impossible à faire disparaître. C'est comme la présentation 1. Ici, on ne peut pas la faire disparaître. Donc là, ce qu'on vous demande de faire quand vous commencez un nouveau dossier, vous vous rappelez, on vous demande d'aller dans « Utile », puis d'installer les calques. Moi, j'ai reformaté mon ordi, puis je n'ai pas réinstallé.
ne sera pas long, je vais aller réinstaller ces éléments-là. On va aller télécharger les palettes d'outils. On a fait des corrections dans certains blocs dynamiques au département. Fait qu'un cours, je vais prendre 5-10 minutes. Là, on va aller effacer vos vieilles palettes d'outils. On va télécharger les palettes pour corriger les petites erreurs. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de faire là, quand je vais avoir... Fait que là, j'étais dans Utilmet. Oui. Les palettes d'outils, est-ce qu'ils sont installés sur ton AutoCAD? Je pourrais essayer. Je n'ai pas de matière là-dessus, mais c'est une bonne idée. Là. Oui. Ça ne veut pas embarquer? Est-ce que vous avez reformaté votre ordinateur cet été? OK. Il n'y a plus personne que ça marche? OK. Bien, allez-vous-en dans votre palette d'outils est là. Fait que là, vous cliquez sur le premier en haut. Vous faites Shift. Vous cliquez sur le dernier en bas. Pour tout sélectionner. Vous pouvez tout sélectionner en faisant un Shift, là, un par un. Vous y êtes. On clique sur le premier en haut. On fait Shift, puis on va cliquer sur le dernier en bas. On clique droit. Et on s'en va dans Propriétés. On fait OK. Là, vous voyez ici, c'est écrit Fichier source. Dans Insérer, il y a Nom, Fichier source. On s'en va cliquer ici au bout. Et là, est-ce que vous arrivez dans la palette d'outils? Non? Regarde, je vais continuer le cours et je vais vous déboguer ça. Parce qu'en fait, il faut aller dans la palette d'outils. Il y a un long chemin à faire. On va déboguer ça une autre fois. Ce n'est pas nécessaire aujourd'hui, les blocs dynamiques. Là. Je vous ferai une petite capsule pour déboguer. Là, je vais annuler. Donc là, moi, ça devrait fonctionner. Vous voyez, je suis capable d'insérer beaucoup de calques. Là. Quand j'insère beaucoup de calques, qu'est-ce qui se passe quand je m'en vais dans mes calques ici? J'ai beaucoup de calques. Si je purge, ben, il ne s'est rien passé. J'ai encore mes beaucoup de calques parce que j'ai beaucoup de calques dans mon dessin. Fait que là, si je veux les faire disparaître, c'est pour ça qu'on vous dit on insère beaucoup de calques, puis après ça, tout de suite après, on l'efface. Ça fait que beaucoup de calques sont là. On utilise certains calques. Les calques qui sont utilisés quand on va purger, ils vont rester dans notre dessin. Puis ceux qui sont inutiles, quand on va purger, ils vont disparaître. Donc, je pourrais me mettre, par exemple, sur le calque ici, démolition électricité texte. Je me fais une ligne. Ensuite de ça, je purge mon dessin. Et là, si je vais dans mon dessin, vous voyez, tout ce qui reste, il reste le calque 0, il reste le calque d'F-point qui sont impossibles à effacer. Puis il me reste un calque qui est utilisé dans mon dessin. Donc, c'est pour ça que quand on purge, ça fait disparaître tous les calques qu'on n'a pas utilisés. Si je le flush puis que je purge à nouveau, non, il ne veut pas. Parce que je suis sur le calque actif. Je me mets sur le calque 0, purger. Purger tous les éléments, purger, blablabla. OK. Donc là, je suis revenu avec un gabarit de barre. Donc, si vous achetez une licence AutoCAD, vous l'installez sur votre ordinateur, c'est de là que vous partez. Donc, à partir de maintenant, on va regarder, je pense qu'on va prendre notre pause dîner maintenant. C'est un bon moment, parfaitement, 11h57. On va prendre un dîner jusqu'à 12h30. Et au retour, on va commencer à réhabiller notre cartouche. Donc là, la dernière chose qu'il faut que vous fassiez, c'est faire, bon, vous voyez, si je fais sauvegarder, enregistrer sous, et que je sauve mon fichier DWT, hein, ici, là. Si je sauve le DWT qui s'appelle Garneau Impérial, ça va s'en aller dans mes gabarits, puis ça va écraser le cartouche du département, puis le cartouche du département va maintenant être vide. Fait que quand je vais recommencer un nouveau dossier, je n'aurai plus rien.
Fait que là, il ne faut pas faire ça. Il faut faire sauvegarder sur un autre nom. Fait qu'on se revoit à 12h30. Pas nécessaire d'enregistrer. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer une façon plus rapide que de tout purger comme on vient de faire. OK, donc on va continuer. Qu'est-ce qu'on avait commencé? Je suis encore en partage d'écran. Ça marche toujours? Vous voyez mon bureau? Est-ce que vous voyez bien mon écran qui se partage? Oui? Non? Ah! Est-ce que vous voyez dans votre ordinateur sur Teams? Ça ne me tente pas de m'enregistrer pendant 2 heures à parler dans le vide. Oui, on voit. Oui, c'est ton partage d'écran qu'on voit. Là, je vous entends. Arrêtez de parler. Je vous entends dans mon écran. OK. Donc, là, on a purgé notre fichier. On est revenu à un fichier AutoCAD complètement vierge, là, quand on commence, quand on ouvre un fichier avec rien dedans. L'autre façon de faire, hein, vous voyez, je pourrais faire CTRL-N pour nouveau. Donc, au lieu d'ouvrir un fichier impérial avec le gabarit, puis tout effacer, puis tout purger, la manière rapide, là, je l'ai déconstruit pour vous montrer comment ça fonctionnait, pour vous aider à comprendre. Mais si vous avez fermé votre fichier ou si vous voulez recommencer sans avoir à vous taper toute la déconstruction du projet, vous faites CTRL-N, puis vous faites dans « Ouvrir » à côté, il y a une petite flèche. Puis là, vous pouvez faire « Ouvrir sans gabarit anglo-saxon ». Ouf! Puis là, on revient exactement à ce qu'on avait tantôt, c'est-à-dire un fichier qui n'a aucun cadre. Quand même, le DevPoint est disparu ici. Il y a 2 présentations au lieu d'une. Puis si on va dans Noter, on n'a rien. Là, vous voyez, standard. Il y a un deuxième style là, qui vient de base, mais il n'y a rien qui appartient au cégep. Là. Annotatif, standard, standard, standard. Donc, ouais, tu fais CTRL-N. Oups, j'ai fait CTRL-P. CTRL-N. Puis là, il nous propose les gabarits, mais on peut aller dans « Ouvrir » à côté ici. On clique sur la petite flèche, puis on fait « Sans gabarit anglo-saxon ». Admettons, vous voulez faire le gabarit métrique, vous faites « Ouvrir sans gabarit métrique ». Est-ce que tu as tout purgé le dessin comme j'ai montré tantôt? Tu peux repartir de ça. Ah, ici. Où ça que ça écrit ça? Ça écrit pas de... Bon, on recommence, ça ne fait CTRL-N, puis fait nouveau sans gabarit anglo-saxon. On va être sûr de ne pas écraser. Je vais partir de celui-là, moi aussi. Il est toujours disponible sur Moodle. Tu peux toujours aller le rechercher si tu l'écrases par erreur. Ce n'est pas la fin du monde. On ne va pas essayer de s'en rajouter pour rien. Donc, on a un nouveau fichier avec rien dedans. Donc là, il faut maintenant le reconstruire en suivant les étapes faciles, mais longues qu'on a ici. Bon, là, ça raconte un petit peu ce que je vous ai, tout ce que je vous ai dit. Je pense que je vais vous fournir un DWG. Je n'ai pas ouvert encore. Attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Théorie, ici. Donc, je vais vous fournir ce fichier-là tantôt. Là. Pour l'instant, vous pouvez commencer à faire les étapes. Vous aurez juste à prendre ça et à faire copier-coller dans votre dessin. Donc, là, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va définir tous nos styles de texte, nos styles de cote, nos styles de repères, etc. Donc, pour ça, on va suivre les étapes. Donc, ça, c'est ce que je parlais tantôt. C'est les trois cartouches qu'on va faire. Les ondes d'impression que je vous ai expliquées ici. Création des styles. Donc, on va commencer par se faire une police de caractères. En fait, on va en faire quelques-unes. Je pense qu'on a fait 2. Il y a des polices de caractères SHX, puis il y a des polices de caractères TrueType. Est-ce que vous êtes familier? Est-ce que vous avez déjà appris ces genres de choses-là? Donc, la différence entre les deux, ça, vous l'avez en exemple
je vous l'ai mis dans les liens à suivre. Là, vous pouvez aller chercher ça gratuitement. C'est fourni, puis je vous fournis aussi ça. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire dans les 3 prochains cours. Dans le cours d'aujourd'hui puis le prochain cours. C'est le résultat final. Ça, c'est un autre exemple d'un cartouche minimaliste. Je ne corrige pas l'esthétique du cartouche. Hein. On corrige juste la capacité à faire les dessins. Fait que là, je vais corriger. Est-ce que vous avez créé les polices de caractère que je vous ai demandé? Est-ce que vous avez créé les styles de code que je vous ai demandé? Donc, vous pouvez laisser aller votre créativité. Hein. Donc, vous voyez ici, ça, c'est ce qu'on vise. Mais vous pouvez décider de faire des frioritures, c'est-à-dire mettre des dégradés de couleurs dedans. Ou, bon, Gilles, quand il en a fait un créatif, non, c'est le même. Il n'est pas plus créatif. Mais vous pouvez laisser aller votre créativité si vous voulez. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la forme que je mets là. Vous pourriez décider de mettre le cartouche sur le côté, etc. Bon, donc, quelle est la différence entre les polices de caractère TrueType et les polices de caractère SHX? Non? SHX, c'est ça ici. Vous voyez, s'il n'y a pas d'épaisseur au trait, c'est juste une ligne mince. Et ça existait au début des ordinateurs. Là, ça prenait trop d'énergie de faire des polices de caractère avec de l'épaisseur comme ça. Là, on parle de longtemps, là, dans les années 90, mettons. Donc, les disques durs étaient très faibles et c'est la raison pour laquelle les années là, étaient écrites avec 2 chiffres seulement. On écrivait, mettons, 83, 84, 85. Puis maintenant, à l'an 2000, on a eu peur qu'est-ce qui allait arriver quand ça allait revenir à 0. Vous avez entendu parler du bug de l'an 2000, hein, j'imagine? Finalement, il n'y a rien arrivé. Mais donc, pour économiser de l'énergie de l'espace 10 dans l'ancien temps, quand les ordinateurs n'avaient pas beaucoup de capacité, on mettait deux chiffres, ça faisait une grosse différence. Finalement, ça a failli faire une catastrophe. Puis, c'était la même chose. Les polices de caractère venaient très simples comme ça pour ne pas prendre trop d'énergie. Maintenant, on est capable de mettre des polices de caractère qui prennent plus d'espace sans que ça soit trop grave. Donc, la police de caractère SHX, c'est quand même utile quand on a un petit texte de rien ici à mettre. Donc, on va en définir une, puis on va se définir aussi une police de caractère TT, TrueType. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Mais en fait, quand je dis que ça ne sert à rien de nos jours, ce n'est pas tout à fait vrai. Là. Vous prenez, par exemple, vous avez déjà vu le fichier des notes générales. Donc, prenez ce fichier-là, vous allez remarquer que c'est une police SHX qu'il y avait dedans. C'est moi qui l'ai changé pour SHX parce qu'avant, il était en TrueType, puis le fichier était ingérable. Là. On essayait de zoomer, puis là, l'ordinateur rushait parce qu'il y avait trop de lettres. Donc, c'est pas, AutoCAD, ce n'est pas un bon logiciel pour écrire un roman. Là, mettons que vous voulez vous lancer dans la rédaction d'un roman. Donc, prenez Word ou un autre logiciel comme ça. Et sinon, j'ai transformé en SHX, puis là, le texte il est très beau, puis il est lisible, puis ça a beaucoup aidé l'ordinateur. Mais si vous n'avez pas beaucoup de texte, ça ne change rien. Là, si vous faites juste quelques notes puis des cotes, ça ne change rien que vous preniez du TrueType ou du SHX. Donc, c'est les deux styles de texte qu'on a. Je vous indique ici, puis aussi dans la marche à suivre, comment nommer vos textes, les différents éléments. Là. Donc, SHX, c'est le type de lettre que vous allez choisir. Et NMOP, ça, c'est les 3 premières lettres de votre nom de famille, puis la première lettre de votre prénom. Donc, il y en a je suis sûr, qui vont m'écrire NMOP pour de vrai. Les styles de code, vous voyez, vous allez les appeler votre nom, puis pouce, nom, puis votre pied. Puis métrique, oubliez-le. Métrique, je ne vous demande pas de le faire. Avant, je demandais les 2 cartouches. C'était un petit peu trop de job. Finalement, il y en avait une partie de la job qui était une répétition, fait que ça ne donnait rien. Là. Fait que je vous demande juste les en pied-pouce. C'est ceux-là ici. Donc, ici, ça vous montre comment tout nommer. Bon, des informations utiles, mais le vrai départ du projet, c'est après la page ici. Ça, c'est ce que je vous ai parlé au début. Et partir d'un fichier existant et le purger. Bon, ça, c'est ce qu'on a fait ensemble avant. On a tout purgé. Toc, 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 toc. Puis là, méthode courte, commencer par un nouveau fichier en faisant CTRL-N, puis en allant chercher sans gabarit anglo-saxon. Donc là, il faut aller définir les unités. En gros, là, je vais vous laisser aller. J'avais dit que c'était 1 heure de blabla puis 2 heures de travail en classe. Là, on est déjà rendu à plus de blabla. J'ai de la misère à me contenir en 1 heure. Donc, à partir de là, il faut juste suivre les marches à suivre là-dedans. Donc, il y a beaucoup de pages. Hein. Vous voyez, on est rendu à la page 5 de 17. Il reste 12 pages à faire. Et où devriez vous rendre aujourd'hui? On va tout faire ça. Après ça, lancer dans les styles de code. Dans les styles de code, des fois, vous allez commencer à remplir
Puis là, vous allez arriver, par exemple, à la page 2 ici, puis vous allez voir que, mettons, 5,64e, il n'est pas accessible. Mettons, il est en grisé pâli, vous n'êtes pas capable d'accéder. À ce moment-là, essayez de revenir un onglet en arrière, puis de revenir. Là, des fois, en se promenant dans les onglets, ça va réactiver la commande ou essayer d'aller faire l'étape après, puis revenir à celle-là. Des fois, ça prend l'ordre est important. Là. Fait qu'il y a un endroit, il me semble qu'il y a un bug comme ça, qu'il suffit d'aller continuer la marche à suivre. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que si vous bloquez une page, arrêtez-vous pas là. Allez-vous-en à l'autre, essayez de faire le plus que vous pouvez, puis après ça, revenez faire l'étape qui n'a pas marché. Souvent, le fait de faire les étapes subséquentes va déboguer l'étape qui barre. Donc, on suit les étapes. Je pense que c'est assez clair. Là. Fait que là, on va essayer de se rendre jusqu'à... de code pied pour. Ça, comme ça. On fait la sous-style plot, les annotations. Je pense que vous êtes capable de tout faire ça pour le prochain cours. Après ça, on va apprendre les attributs. Au prochain cours, on va apprendre les attributs. Comment faire des attributs. C'est le texte qui se modifie dans un cartouche. Puis, il y a cette étape-là qui va vous bugger, cacher les éléments dans le dessin. Faites pas ça tout de suite. On va le faire ensemble aussi au prochain cours. Rendez-vous jusqu'à la page 14. Sauf le bout, cacher les éléments. Donc, ça, en fait, c'est juste qu'on va prendre chaque élément qu'on a créé dans notre dessin. On va le mettre, puis on va le mettre très petit, puis on va aller le cacher quelque part dans notre cartouche pour ne pas le purger par erreur. Puis après ça, on va faire le reste au prochain cours. Ça vous va? Oui, on peut le faire tout de suite. C'est une bonne idée. On va se sauver parce qu'il y a un petit truc, c'est qu'il faut sauver en DWT. On va aller le faire tout de suite. C'est une bonne idée. On va aller voir comment je vous demande de nommer votre fichier. Je ne m'en souviens plus par cœur. Ici. Fait que je vous demande de nommer vos fichiers. Ah, je l'avais corrigé, ça, il me semble. Vous autres, est-ce que c'est écrit Garneau 18.2 dans votre ligne? Non, hein? Je l'avais corrigé. Je pense parce que je n'ai pas pris le fichier Word. Je recommence. Ça veut dire que ça marche. Quand je fais des corrections, ça se corrige automatiquement. Bon, voilà, c'est ça. C'est ça que vous avez. Donc, Cégep Garneau Impérial. Donc, on va sauvegarder le fichier qu'on a fait CTRL-N sans gabarit impérial. On va aller le enregistrer sous NOMP minimaliste impérial DWT. Ça, CTRL-C. Je m'en vais dans mon fichier AutoCAD. Et là, je vais faire fichier, enregistrer sous. Bon, c'est ici que vous déterminez en quel format vous l'enregistrez. Hein? Donc, moi, j'enregistre toujours en version 2018 DWG pour être sûr que si j'envoie mon fichier à des gens qui ont des versions antérieures à la mienne, qui sont capables de l'ouvrir pareil. Hein? Parce que vous voyez, à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle version, on a l'option de le sauver en version plus récente. Ça ne semble pas être le cas. On est en 2023, on ne peut pas sauver ailleurs qu'en 2018. Bon. Donc, on est resté à version 2018, mais quand j'installe une nouvelle version d'AutoCAD, je ne sauve pas dans la dernière version parce que souvent, les gens ont des versions plus récentes. À ce moment-là, je sauve en 2018. Comme ça, je suis sûr que n'importe qui va pouvoir l'ouvrir. Ici, si on sauve en DWG, ça va faire un dessin normal, comme vous êtes habitué de remettre. Là, mais ce qu'on veut, nous, c'est un DWT, parce que c'est un template qu'on fait. Fait qu'on va aller changer notre extension de fichier, puis on va choisir ici, vous voyez, gabarit de dessin AutoCAD DWT. Ceci, il nous amène automatiquement à l'endroit où tous les gabarits se situent. Là, je vais faire CTRL-V. Je vais flusher l'extension DWT parce qu'il va la nommer automatiquement quand on va sauvegarder. Je vous dis de l'appeler NOMP. Est-ce qu'on laisse NOMP? Donc, on l'appelle par notre nom, FORJ. Est-ce que vous autres, vous écrivez FORJ? Là, je le dis comme ça parce que je sais qu'il y en a qui vont le faire comme ça quand même. Hein? C'est ça. C'est parce que je trouve ça fabuleux. À chaque année, je le dis là, comme ça, puis il y a toujours au moins un étudiant qui va
Il lit la procédure, puis NOMP. Bon. Fait que là, il s'appelle FORJ minimaliste impérial. Je fais enregistrer. Là, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Les calques non rapprochés. Faites juste OK. Fait que là, admettons, là, faites pas ça, mais admettons que, vous voyez, je me fais un dessin dans mon fichier. Je sauvegarde. Là, il devrait se sauver toujours en DWT. Si je fais un nouveau fichier, je fais CTRL-N pour ouvrir un nouveau gabarit. Bien, vous voyez qu'ici, dans mes choix de gabarit, le gabarit que je viens de sauvegarder, il apparaît ici. Là. FORJ minimaliste IMP, je fais ouvrir. Puis là, bien, vous voyez le dessin que je viens de mettre dedans, c'est ouvert. Admettons que j'efface une ligne comme ça, je sauvegarde. Là, c'est un DWG, fait que là, il faut que je ferme mon dessin ici. Non. Mon gabarit, j'efface une des lignes, je sauvegarde encore. Puis je fais ouvrir un nouveau fichier. Vous voyez, c'est ouvert comme ça. Le fichier que j'ai ouvert pour faire le test, si je le sauvegarde, lui, il va aller se sauvegarder en DWG. Je pars d'un template. À chaque fois que je sauvegarde un template, il va se sauvegarder en DWG. Fait que là, il faut faire attention. Il faut toujours repartir de votre DWT. Ce n'est pas grave. Là, si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes en DWG, puis à la remise, vous faites « Ah merde, il fallait que je le fasse en DWT », vous faites juste enregistrer sous, puis vous le mettez en DWT. Ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est important à la remise, si vous me remettez un DWG à la place d'un DWT, je vous enlève des points. Vous irez regarder la grille de correction. Là. Bon. Ça va pour tout le monde? Fait que je vais vous laisser travailler pour le temps qui reste ou partir à un mariage, mettons. Puis sinon, ben, je suis là jusqu'à la fin du cours pour répondre aux questions. Si vous avez des questions pendant la semaine, est-ce que vous m'écrivez un million pour répondre? Vous faites quoi? Le forum. Voilà.